Si votre aspirateur robot apprend soudainement à tirer avec une arme à feu et développe la capacité de prendre des décisions presque conscientes concernant ses actions, vous lui donneriez probablement un coup de masse. Jusqu'à ce que ce salaud arrête de bouger, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement le débat qui entoure actuellement, à l'échelle mondiale, les systèmes d'armes létales autonomes. Ces armes sont différentes de tous les autres drones intelligents développés jusqu'à présent parce qu'elles sont capables de décider qui tuer. Et si cela vous semble être le summum des horreurs créées par l'homme, au-delà de votre compréhension, eh bien, bienvenue dans le spectacle. Vous n'êtes certainement pas seul. La majorité de la planète serait sans aucun doute d'accord avec votre évaluation. Mais pour l'instant, les grandes puissances peinent même à s'entendre sur la définition d'un SALA et sont loin de parvenir à un accord sur un traité de régulation. Ce qui a conduit à leur développement extraordinaire. Qu'est-ce qu'un SALA et qu'est-ce qui ne l'est pas ? La question principale concerne les systèmes d'armes létales autonomes. J'ai l'impression de parler des SALA tout au long de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de définition convenue du terme. C'est la première chose que vous constatez en consultant le site de l'ONU sur les SALA. Selon le département de la Défense des États-Unis, un système d'armes létales autonomes est un système capable de sélectionner et engager des cibles sans intervention humaine après activation. C'est probablement la définition la plus précise d'un SALA jusqu'à ce qu'une définition internationale formelle soit reconnue par l'ONU. Selon cette définition, une mine terrestre pourrait aussi être considérée comme un SALA, non ? Après tout, une fois qu'un opérateur l'a installée, la mine va atteindre sa cible, la personne qui l'active, sans intervention d'un opérateur humain. Ils répondent que, en réalité, non. Une mine terrestre est un système de défense automatique. Contrairement à un véritable SALA, elle ne peut pas choisir quelle cible engager. Une mine, au contraire, engage simplement tout ce qui l'active. Que vous soyez un humain, un lapin ou un ballon de football, particulièrement malchanceux. Si vous déclenchez une mine terrestre, elle vous vise et ce sera un très mauvais moment. Contrairement aux mines terrestres, les SALA utilisent dans des systèmes robotiques avancés et l'intelligence artificielle pour suivre et sélectionner des cibles, même si ce choix reste limité. Ils suivent des directives établies par des opérateurs humains, mais c'est à peu près ce qui se rapproche le plus du libre arbitre pour une machine. Bien que cela ne fasse pas partie d'une définition officielle, il est largement admis que de véritables SALA ont la capacité de détecter des cibles de manière autonome, de naviguer dans des environnements de combat, de planifier les trajectoires de projectiles et de missiles, et de prendre des décisions sur le champ de bataille. Contrairement à cela, une mine terrestre ne peut qu'exploser lorsqu'elle est déclenchée, un peu comme un enfant accro au sucre privé de bonbons, bien que ce soit d'une manière très différente. C'est précisément pour cette raison qu'une définition formelle et plus précise des SALA est nécessaire, car de nombreuses armes entrent dans cette définition très générale d'un SALA que nous avons aujourd'hui. Il est difficile de discuter et de réglementer ces armes si nous ne pouvons pas nous accorder sur leur définition. C'est difficile, mais pas impossible. Les négociations sur les munitions à sous-munitions ont été ouvertes avant qu'une définition convenue de ces munitions ne soit établie, et la Convention sur les armes biologiques a également été signée malgré des désaccords sur la définition des agents et toxines de qualité militaire. Alors, qu'en est-il des systèmes d'armes rapprochés ? Phalanx est sans doute le système d'armes rapproché le plus connu qui existe, et il est bien plus complexe qu'une mine terrestre puisqu'il détecte les menaces, vise et ouvre le feu, ce qui est un processus bien plus complexe qu'une simple activation par déclencheur. Encore une fois, en théorie, Phalanx correspondrait à la définition actuelle des SALA que nous avons, mais ce n'est pas un SALA parce qu'il n'y a pas de processus de prise de décision et le système n'est pas vraiment autonome. Le Phalanx CIWS est un système sentinelle qui, selon des paramètres définis par un opérateur, détermine si une menace doit être engagée par le feu. On pourrait en dire autant du Dôme de Fer, le système de défense aérienne d'Israël, l'un des plus avancés au monde. Capable de reconnaître les menaces, de les cibler et d'ouvrir le feu. Et encore une fois, ce n'est pas un SALA, même si cela correspond tout à fait à la définition d'un SALA, puisqu'il dispose de capacités de ciblage autonomes. Les mines terrestres, le Dôme de Fer et les systèmes de défense rapprochés ont en commun de ne pas nécessiter d'intervention humaine. Un opérateur humain les installe, puis aucune intervention n'est requise. Cela s'explique par la rapidité de réaction nécessaire, comme avec le Dôme de Fer. Si le système détecte un missile vers une zone protégée, l'opérateur n'a pas le temps de vérifier s'il s'agit d'une cible valide. Il doit réagir de façon réflexe. Et c'est peut-être la façon la plus simple de faire la différence entre de véritables systèmes d'armes autonomes et des systèmes d'armes qui ont un haut niveau d'autonomie, mais qui ne sont pas vraiment autonomes. Les faux SALA fonctionnent selon le principe du cerveau reptilien. Action et réaction, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Ils ne peuvent ni décider ni gérer des processus complexes comme la navigation.
La seule raison pour laquelle ils n'ont pas d'opérateur humain, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour la prise de décision humaine. Alors, si tous ces systèmes d'armes ne sont pas de véritables salas, qu'est-ce qu'un salat ? Le ministère britannique de la Défense définit plus clairement les armes autonomes, les qualifiant de systèmes capables de saisir une intention et une direction de haut niveau. Un tel système peut prendre les mesures nécessaires pour atteindre l'état souhaité. Il est capable de décider d'une ligne de conduite parmi plusieurs alternatives, sans dépendre de la supervision et du contrôle humain, même si une intervention humaine avec le système peut toujours être présente. Même si l'activité globale d'un aéronef autonome est prévisible, ses actions individuelles ne le sont pas forcément. Quel discours ! Gouvernement britannique, n'ont-ils pas la règle du langage clair ? Ils doivent juste expliquer simplement. C'est difficile à lire, mais c'est une définition bien plus précise. Et il est également utile qu'ils aient souligné que les actions individuelles d'une arme autonome peuvent ne pas être prévisibles, ce qui est un point vraiment important. Nous avons récemment publié sur cette chaîne une vidéo sur le U-Hawk, un Black Hawk autonome en développement, principalement destiné au transport de marchandises. Le système de vol IA embarqué, appelé Matrix, est tellement avancé qu'il permet au U-Hawk d'être piloté par à peu près n'importe qui. Il transforme l'hélicoptère en un simulateur de vol point and click. Comme le système l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises, il est capable de planifier un itinéraire de vol conformément à toutes les réglementations aériennes et d'effectuer le trajet entièrement de manière autonome. Tout ce que l'opérateur a à faire, c'est donner l'ordre de décoller d'ici et d'aller atterrir là-bas. Et le U-Hawk le fait. C'est vraiment impressionnant. Regardez la vidéo. Cependant, la trajectoire de vol elle-même est imprévisible. C'est ce qui est important pour le sujet dont nous parlons. Tant que le système Matrix ne l'a pas planifié, l'opérateur ne sait pas quel itinéraire le U-Hawk va emprunter. Et ce niveau de prise de décision individuelle, c'est ce qui rend le U-Hawk autonome. Le U-Hawk qui n'est pas une arme, mais qui reste néanmoins un excellent exemple d'outil militaire autonome. Il nécessite toujours un minimum d'intervention humaine, et on pourrait dire qu'il n'est pas vraiment autonome, tant qu'il en a besoin. Mais selon cette logique, rien n'est vraiment autonome, puisque tout le monde et tout répond à l'intervention de quelqu'un d'autre. Un bon exemple d'autonomie alimentée par l'IA est le fait que, si le U-Hawk est attaqué en plein vol, il effectuera de lui-même des manœuvres d'évitement, décidera s'il doit retourner à la base ou poursuivre la mission, et reprogrammera son itinéraire de vol si nécessaire. Ce niveau de décision définit les salas, et nous allons voir des exemples concrets dans un instant. La robotique et l'IA ont un rôle majeur dans les salas. Bien que l'IA ne soit pas une condition préalable, il est aujourd'hui plus ou moins admis que l'IA est intégrée à chaque sala. Cela ne devrait pas surprendre, car l'IA est un moteur technologique majeur depuis quelques années, et le complexe militaro-industriel a sauté dans le train dès qu'il a quitté la gare. Tous les salas n'utilisent pas l'IA, mais la plupart l'adoptent pour optimiser leurs capacités. L'IA analyse les données en temps réel, sans intervention humaine, et prend ensuite des décisions pertinentes pour la mission selon cette analyse. En gros, cela permet à l'arme de prendre des décisions indépendantes ou d'ajuster son comportement en fonction des circonstances changeantes. L'intelligence artificielle sert par exemple à identifier et marquer des objets remarquables lors du balayage et de la reconnaissance. L'intelligence artificielle analyse une image plus vite qu'un humain et identifie des objets potentiellement significatifs. Cependant, tout cela reste théorique, ce dont nous devrions nous réjouir. Seuls quelques exemples de développement et d'application de ces salas existent dans la vie réelle. L'utilisation pratique des salas concernant spécifiquement l'arme, une partie du nom. La différence entre un drone, une arme de défense automatique, et un salat réside dans le fait que, tandis qu'un drone est piloté par un humain et qu'une arme de défense automatique réagit à tout objet en activant ses déclencheurs prédéfinis, les armes autonomes utilisent des algorithmes pour décider d'engager ou non la cible. Ces armes sont programmées pour identifier et éliminer une cible précise grâce à des capteurs, comme la reconnaissance faciale. C'est une citation directe de l'Observatoire des armes autonomes, une organisation mondiale surveillant les salas depuis plus de 10 ans. Maintenant, parmi les 3 types d'armes ayant un certain niveau d'autonomie, les salas possèdent de loin le plus d'autonomie, et ils nécessitent également le moins d'intervention humaine. À ce stade, il y a très peu de cas signalés d'utilisation des salas en combat, mais certains incidents ont bien eu lieu. En octobre 2025, Vladimir Poutine a confirmé que la Russie avait testé avec succès son nouveau véhicule Poséidon. Le Poséidon est une torpille autonome à propulsion nucléaire, pouvant transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires, bien que la Russie privilégierait la seconde option. Le Poséidon est conçu pour être lancé depuis un sous-marin et, à l'instar du U-Hawk mentionné précédemment, c'est un système qui reçoit des instructions vagues et fait de son mieux avec celles-ci. Nous pensons que la Russie est stéréotypée et qu'il est difficile d'en trouver des informations.
Cependant, en théorie, un commandant pourrait déployer le Poséidon et dire « Eh, il y a un groupe aéronaval à quelques milliers de kilomètres par là, va le détruire », et le Poséidon irait le détruire. En théorie, il devrait explorer les mers, localiser les navires ennemis et utiliser sa furtivité seul. La technologie consiste simplement à avancer très lentement pour ne pas être détecté, s'approcher et détonner. Le Poséidon est sans doute équipé d'une bombe au cobalt, faisant de lui une arme radiologique de seconde frappe. Cela semble déjà grave, mais en réalité cela peut être pire, car les 3 superpuissances militaires développent des missiles autonomes depuis plus de 10 ans. Le Tomahawk Block 4 lui permettait de changer de cible en plein vol, mais seulement si l'opérateur derrière lui en donnait l'ordre. En 2009, les États-Unis ont lancé le développement d'un missile anti-navire à longue portée capable de sélectionner sa cible de façon autonome. Le LRASM utilise un système de ciblage embarqué pour acquérir sa cible de façon autonome, sans dépendre de renseignements préalables ni du soutien de la plateforme de lancement. Qu'il s'agisse d'un avion ou d'un navire, le missile est résistant au brouillage et peut poursuivre son vol, même s'il perd le contact avec le système GPS. La façon dont il est conçu pour fonctionner consiste à définir une trajectoire de vol composée de plusieurs points de passage et à ordonner au LRASM de suivre cette trajectoire. Et rester à l'affût de navires ennemis spécifiques, vous pouvez littéralement lui donner une liste de bâtiments qui sont des cibles autorisées et lui ordonner d'éviter d'attaquer d'autres navires, même s'ils appartiennent à l'ennemi. Le RESM suit la trajectoire de vol et peut éviter les menaces potentielles détectées grâce à son développement. Par exemple, s'il détecte un navire ennemi qui n'est pas sur la liste des cibles, le RASM va le contourner et recalculer l'itinéraire, quitte à sauter un point de passage si c'est nécessaire pour éviter d'être détecté ou détruit. Une fois qu'il repère un navire ennemi de la liste, le LRASM calcule le meilleur angle d'approche pour éviter les systèmes d'armes rapprochés, détermine le point d'impact optimal, plonge à une altitude rase-mer et frappe. C'est un processus complexe, le commandant doit juste définir une trajectoire de vol pour le missile. Lui donner une liste de cibles, lui taper dans le dos et lui dire d'aller rendre son coach fier. La Russie et la Chine ont répondu à cela en 2016, 2 ans avant l'entrée en service du LRASM, en annonçant qu'elles développaient leurs propres missiles autonomes. Le commandant de l'armée de l'air russe de l'époque, le général Viktor Bondarev, a annoncé que leur futur chasseur furtif Tupolev Pakhdar serait équipé de missiles longue portée capables de prendre des décisions autonomes en plein vol. Cependant, cela fait maintenant 10 ans depuis cette annonce, et nous n'avons toujours pas vu de prototype du Pakhdar, encore moins de ses missiles. La Russie possède cependant une arme similaire dans son arsenal depuis 1983. Le missile anti-navire P-700 Granit est conçu pour être tiré en essaim de 4 à 8 en utilisant une formation 7-1. Le missile solitaire grimpe puis redescend pendant le trajet, fournissant à tout le groupe des informations sur les cibles potentielles. Les missiles sont reliés et forment un réseau qui communique et hiérarchise les cibles selon les instructions préprogrammées. Cependant, rien n'a jamais été prouvé. Certains pensent que tant que l'URSS a tout inventé, ce que nous ignorons sans doute, mais ils n'ont sûrement pas tout inventé non plus. Qui sait ? La Chine a aussi fait une annonce, mais étant la plus secrète, elle a su cacher ses cartes, si bien que nous n'avons rien trouvé. La Russie a également travaillé sur le développement d'un véhicule autonome blindé appelé Saratnik, ce qui signifie camarade d'armes, développé par Kalachnikov. Le groupe Kalachnikov, Saratnik, est un véhicule terrestre sans pilote de 7 tonnes avec différents niveaux d'autonomie. Il peut être téléopéré, semi-opéré ou laissé complètement à lui-même avec seulement des ordres vagues. Il pourrait créer un réseau avec les drones sur le champ de bataille, recevant leurs informations pour permettre à Saratnik de prendre des décisions en combat. Le véhicule peut être équipé de mitrailleuses de 12,7 mm et 7,62 mm d'un lance-grenade, de 30 mm d'un lance-grenade automatique de 40 mm et de missiles anti-chars. Le design a été présenté lors d'une exposition militaire à Moscou en 2016. Si cela vous semble récent, souvenez-vous, 2016, c'était il y a 10 ans, et vous prenez un coup de vieux. Je m'approche dangereusement de la quarantaine moi-même, et le système n'a pas fait parler de lui depuis. Lors de sa présentation, l'analyste militaire russe Alexei Ram a déclaré, je cite, « On ne sait toujours pas comment il distinguera les cibles combattantes des civils ». En mettant de côté l'ironie de cette déclaration à propos d'une arme russe, il semble qu'il n'ait toujours pas résolu les problèmes, ce qui explique pourquoi l'arme n'a pas encore été mise en service. L'histoire est semblable pour le Marker, un véhicule terrestre sans pilote anti-char de 3 tonnes très autonome. Développé depuis 2018, il n'est pas encore produit en série ni en service, mais ses essais ont montré un grand potentiel. Le Marker est conçu pour précéder l'infanterie et servir principalement à la reconnaissance. Il est capable d'analyser la zone devant lui avec une profondeur de vision de 100 mètres et d'utiliser son modèle d'IA qui peut communiquer ce qu'il a détecté au QG.
Avec ce modèle, il peut planifier son itinéraire, communiquer avec et contrôler les drones en vol, comme le Saratnik. Face à un véhicule blindé, il peut décider sur le terrain de battre en retraite ou d'engager le combat selon la probabilité d'obtenir un résultat favorable. S'il est mis en service, il servira sans doute au harcèlement grâce à sa capacité nocturne. Cependant, le marqueur n'est pas une menace réelle, car il n'est pas en production. Mais savez-vous ce qu'il est ? Kargu STM. Kargu est un petit drone, techniquement décrit comme une munition rôdeuse, entièrement capable d'engagement autonome. Il est utilisé en Azerbaïdjan et en Turquie, d'où il est originaire, et il est destiné à être utilisé en essaim. C'est aussi le premier drone à avoir tué un humain de façon autonome. En 2020, un drone. Kargu 2 a traqué de manière autonome une unité de l'ANL, l'a attaqué et a tué l'un de ses combattants. Selon le rapport officiel, le drone agissait de façon totalement autonome. Il a engagé la cible de sa propre initiative. Cet événement a été reconnu par l'ONU comme la première attaque autonome d'un drone contre un humain. Tu as reçu un certificat des États-Unis ? Livre Guinness des records. Selon STM, le drone est capable d'identifier des cibles grâce à la reconnaissance faciale, de coordonner une attaque et de planifier un itinéraire de vol. Et même d'annuler sa mission ou de s'autodétruire. Pire, les drones Kargu fonctionnent en essaim, non individuellement. Et si une flotte de petits drones remplis d'explosifs volait dans les airs à 70 km/h ? Le fait qu'ils visent votre poitrine ne suffit-il pas à montrer que les armes autonomes sont vraiment effrayantes ? Qu'est-ce qui le ferait alors ? Ça, c'est exactement ce qui se passe en mai 2021 à Gaza. Les forces de défense israéliennes affirment que le Hamas tirait depuis des zones cachées, et l'unité fantôme expérimentale d'Israël a trouvé comment les neutraliser. Cette unité conçoit de nouvelles tactiques. Ils ont rempli leur mission en déployant des essaims de drones de surveillance dans toute la bande de Gaza, chaque essaim surveillant un secteur pour repérer les tirs de mortier. Lorsqu'une activité était détectée, les drones jouaient les observateurs avancés, guidant des appareils armés pour détruire les sites de lancement selon le commandant anonyme des unités fantômes. L'unité a réalisé plus de 30 sorties avec des essaims de drones, collectant des renseignements précis et aidant d'autres drones à attaquer des cibles. Les essaims de drones existent déjà, mais l'armée israélienne a utilisé des drones pour coordonner des attaques de drones, illustrant l'autonomie terrifiante de ces armes. L'importance de l'autonomie augmente proportionnellement avec la taille de l'essaim de drone. Contrôler un petit essaim est faisable pour quelques opérateurs, mais un essaim entier est impossible à contrôler, selon l'expert israélien en drone, Tal Imbar. Imbar a déclaré qu'avec 5 drones, un seul est contrôlé et les autres imitent ses actions. Avec un essaim plus grand, vos opérateurs ne savent pas toujours comment ils accomplissent leur mission, ni ne les contrôlent en temps réel. Par exemple, avec 50 appareils en vol. L'un des plus intelligents peut choisir d'envoyer 5 à un endroit, 5 à un autre, ou de les faire voler en formation. Bien qu'un tel niveau d'autorégulation autonome soit impressionnant d'un point de vue technologique et scientifique, l'idée d'un drone kamikaze volant qui dit à d'autres drones kamikazes où et comment voler et qui cibler semble être un vrai cauchemar. L'armée américaine a simulé la guerre des drones en 2018, 3 ans avant ce conflit, et a conclu que les essaims d'IA rendaient les drones bien plus puissants qu'un contrôle individuel. 800 drones simulés dans un essaim autonome étaient plus efficaces sur les cibles que 1000 drones agissant indépendamment, tous ces systèmes d'armes autonomes. Ils ne sont que la partie visible de l'iceberg, car des milliers de concepts sont maintenant en développement. Il existe le PS Killer Kamikaze, c'est bien le nom de l'arme, qui ressemble à un ballon de football américain. Un soldat doit simplement le lancer vers l'ennemi et l'oublier. Le quarterback, il faut vraiment recruter ses cornerbacks dans l'armée, c'est lui qui lance le ballon, non ? Je ne connais littéralement rien au football américain. Le drone s'active en plein vol, analyse la zone devant lui et décide qui tuer, tout cela en quelques secondes. BAE Systems est déjà bien avancé dans la phase de test de son drone Strix, un drone entièrement autonome avec des capacités de décollage et d'atterrissage vertical. Selon les développeurs, il sera totalement autonome à tous les niveaux, bien qu'un opérateur le supervise. Il est conçu pour décoller, voler et larguer ses 200 kg de munitions de façon autonome, si l'opérateur l'autorise. La plupart des gens ne feraient pas confiance à une personne peu fiable avec un pétard, mais il semble apparemment totalement sûr de confier une bombe de la taille d'une moto à une intelligence artificielle. La France et le Royaume-Uni développent le missile Spear 3 depuis 2006, et il serait capable d'identifier de façon autonome des cibles et de choisir de les engager ou non sans intervention de l'opérateur. La Russie accélère le développement et la production de drones depuis l'invasion de l'Ukraine. Le drone S-60 et 11M par exemple peut être lancé depuis un Su-57 et opéré en autonomie.
Comme il est capable de détecter des cibles et de les détruire de façon autonome. Tout comme le missile Spear 3, il y a aussi le chasseur autonome S-70 Okhotnik B qui est en développement depuis plus de 10 ans maintenant. Des rapports indiquent que la Russie a déployé ce chasseur en Ukraine. Et c'est l'un des drones les plus polyvalents, car il peut être piloté par un opérateur au sol, par le pilote d'un chasseur à proximité, ou il peut fonctionner de manière totalement autonome. Il peut transporter une charge utile d'armement allant jusqu'à 2 tonnes, et atteindre une vitesse maximale de 1000 km/h. Selon certains rapports, outre le bombardement facile à programmer, il pourrait aussi engager d'autres aéronefs en combat. Le Su-57, les pilotes qui le contrôlent n'ont qu'à pointer du doigt une zone d'attaque au sol ou un autre aéronef. Et l'Okhotnik s'occupe de la mission tout seul. L'Okhotnik est aussi un excellent exemple du plus grand danger des armes autonomes. Que se passe-t-il lorsque la machine a un bug ? En 2024, un chasseur Okhotnik a perdu le contact avec le contrôle au sol et s'est dirigé vers l'espace aérien ukrainien. Incapables de reprendre le contrôle du drone, les Russes ont déployé un chasseur pour abattre leur propre drone. Il est difficile d'utiliser le mot « comprendre » lorsqu'on parle d'armes autonomes, car l'intelligence artificielle ne comprend pas vraiment les choses comme vous ou moi. C'est le terme le plus adapté pour décrire comment ces systèmes fonctionnent sous instruction humaine. Ce chasseur a mal compris les ordres de direction, mais que se passerait-il si un système d'armes autonome interprétait mal les ordres de tir ? La société russe Vita a livré plus de 3000 drones kamikazes aux forces russes en Ukraine, et elle est capable d'en produire 6000 par mois. Que se passerait-il si un essaim de ces petits tueurs, capables de détecter et engager des cibles, comprenait mal un ordre ? Nous n'allons pas passer en revue chaque système d'armes autonome en service ou en développement, parce que cette vidéo serait vraiment longue si nous le faisions. Mais il est important de savoir que toutes les grandes puissances militaires déploient ces systèmes. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la Turquie, Israël, la France, le Royaume-Uni, les 2 Corées, l'Australie et d'autres puissances susceptibles de les rejoindre. La technologie militaire fonctionne ainsi. Si un adversaire développe une arme que vous n'avez pas, vous devez aussi la concevoir pour dissuader. C'est quasiment la seule raison pour laquelle il y a autant d'armes nucléaires dans le monde. Cependant, ce qu'il faut savoir à propos des armes nucléaires, c'est qu'elles sont lancées par un humain, généralement une personne très instruite et de haut rang qu'on appellerait un officier militaire. Et la décision de lancer est généralement prise après une très longue réunion. Ou, en réponse à une attaque avec des armes dotées d'IA, nous laissons le processus de prise de décision aux armes elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment effrayant. Bien que ces armes ne soient pas encore aussi destructrices qu'une arme nucléaire, du moins pas encore. Une ogive nucléaire ne peut pas décider de changer de trajectoire et de viser autre chose en plein vol. C'est pourquoi le débat autour de l'émergence des systèmes d'armes autonomes nous donne à tous un sacré mal de tête. On dirait le début du « je vous l'avais bien dit » le plus évident et évitable du XXIe siècle, l'éthique et l'avenir. Maintenant, il y a 5 problèmes majeurs concernant les systèmes d'armes létales autonomes. Le premier, c'est le vide en matière de responsabilité. Ces armes pourraient tuer plus de personnes que prévu ou toucher des cibles non visées. Dans ce cas, il sera très difficile pour les tribunaux de déterminer la responsabilité des crimes de guerre. Si un soldat tire sur un civil au lieu d'une cible militaire, il sera poursuivi. Mais si un drone tue accidentellement la mauvaise personne, qui était responsable ? Le drone a agi de façon autonome. Alors, qui est responsable ? L'opérateur, le commandant, ceux ayant introduit ces drones ou les ingénieurs ? C'est une question à laquelle aucun organisme gouvernemental dans aucun pays du monde n'a répondu pour le moment. Le philosophe Robert Sparrow a comparé les armes autonomes à des enfants soldats. Bien qu'ils soient causalement responsables, ils ne le sont pas moralement. Le second problème concerne l'impact des armes autonomes sur l'instabilité mondiale. Premièrement, le faible coût de production rend ces systèmes d'armes attrayants pour les groupes armés non étatiques, car ils semblent être l'arme évidente pour le terrorisme, le génocide et les assassinats politiques. Deuxièmement, ces armes sont souvent entraînées sur des données classifiées et peuvent agir de façon imprévisible sur les systèmes ennemis. Cela pourrait provoquer une escalade soudaine, les opérateurs humains ne pouvant reprendre momentanément le contrôle. Une autre difficulté majeure est la vulnérabilité de ces systèmes aux cyberattaques. Si une force ennemie piratait le système d'armes autonomes et les retournait contre leurs utilisateurs, ce serait une catastrophe. Le quatrième problème majeur est l'imprévisibilité totale des armes autonomes, leur comportement dépendant des stimuli environnementaux et restant donc incertain. Et le dernier point que les chefs religieux, y compris le pape, ne cessent de souligner, c'est que les machines ne devraient pas avoir la capacité de prendre des décisions de vie ou de mort. Même si les humains ne jugent pas parfaitement le caractère, ils sont bien mieux qualifiés qu'une machine se prétendant philosophe.
Dans cet esprit, les Nations Unies travaillent depuis près d'une décennie à une interdiction totale des systèmes d'armes autonomes, depuis 2018. Le secrétaire général Antonio Guterres a maintenu que les systèmes d'armes létales autonomes sont politiquement inacceptables et moralement répugnants, et il a appelé à leur interdiction en vertu du droit international. Une fois qu'ils ont compris que les superpuissances mondiales s'y opposeraient, ils se sont contentés de proposer un instrument de surveillance juridiquement contraignant. Dans son nouvel agenda pour la paix de 2023, le secrétaire général a réitéré cet appel, recommandant que les États concluent, d'ici 2026, un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les systèmes d'armes létales autonomes qui fonctionnent sans contrôle ou supervision humaine et qui ne peuvent pas être utilisés conformément au droit international humanitaire, ainsi qu'à réglementer tous les autres types de systèmes d'armes autonomes. Les signataires du traité devraient en suivre des règles similaires à celles-ci. Former et instruire correctement les opérateurs humains des systèmes d'armes, garantir un contrôle et un jugement humain adéquats durant tout le cycle de vie des systèmes. Cela en soi irait à l'encontre de l'objectif des systèmes d'armes autonomes. Limiter les types de cibles que le système peut engager, limiter le nombre d'engagements que ces systèmes peuvent entreprendre. Lors de l'enregistrement, 12 pays ont refusé la proposition d'un instrument de supervision des systèmes d'armes. États-Unis, Israël, Russie, Corée du Nord et du Sud, Biélorussie, Royaume-Uni, Inde, Pologne, Japon, Estonie, Australie. La Chine soutient un organe de supervision. Beaucoup de gens soulignent qu'un traité serait inefficace si les pays utilisant des armes autonomes refusaient de le signer. C'est en partie vrai. Par exemple, la Russie, la Chine et les États-Unis ont refusé de ratifier le traité sur les mines terrestres de 1997. Néanmoins, ces trois pays ont tous adopté des politiques visant à limiter l'utilisation et la production de mines antipersonnelles. Cela n'a pas empêché les soldats russes de placer des mines sous les corps de soldats ukrainiens morts, tuant d'autres soldats et médecins venus les récupérer. Un traité pourrait aussi freiner indirectement la prolifération des armes autonomes, même sans l'adhésion des superpuissances. Le discours négatif sur ces armes risquerait de ralentir leur production et leur diffusion dans les zones instables. Malgré les efforts pour limiter leur propagation, les systèmes d'armes autonomes se développeront et se multiplieront tant que les superpuissances mondiales financeront la recherche et le développement. L'avenir donc semble un peu sombre pour le moment. La Chine développe des navires entièrement autonomes capables de lancer des missiles sans qu'aucun membre d'équipage ne soit nécessaire à bord de ces navires. La Russie et les États-Unis ont tous deux beaucoup progressé dans le développement de chasseurs autonomes. En cas d'attaque chinoise contre Taïwan perturbant le commandement allié par des moyens électroniques et cinétiques, les États-Unis pourraient en riposter avec des armes autonomes fonctionnant indépendamment. Selon les experts en robotique, nous approchons le moment Oppenheimer de notre génération, dernière étape avant que les armes autonomes ne deviennent une réalité quotidienne dans la guerre. Confier à des machines sans compréhension ni appréciation de la vie le pouvoir de la retirer paraît une très mauvaise idée. Allons-nous nous arrêter avant de glisser potentiellement sur la pente la plus glissante qui soit? Le temps nous le dira. Merci d'avoir regardé.